après le grand défi entreprise, après 12 semaines, j'étais rendue, j'avais perdu 30 livres, j'avais perdu 22 cm de tour de taille. Puis mon gras avait baissé de, je pense que c'était 18 %. Ça m'a vraiment fait un choc, mais un bon choc, là. J'étais contente puis que ma vie, là, allait changer pour de bon, cette fois-là. Je sais que je reviendrai plus en arrière. Puis, que je me sens trop bien, puis j'en ai trop besoin, là. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien au moral. Donc, j'en ai quand même besoin, là, ma petite dose de bonne nutrition puis d'exercice pour continuer dans ma vie, là. Bien, je cours 3 à 4 fois par semaine, environ, au moins 30 minutes. Là, des fois, si je me sens bien, je vais partir un petit peu plus longtemps, mais ça dépend de la météo ou comment je me sens. Mais 3-4 fois semaine minimum, des fois, ça peut être à 5-6. Il y a 1 an et demi, j'étais rendue à peu près 235 livres. Tu vois, là, je me suis rendue jusque-là. Ce qui est ressorti de ce bilan-là, c'est que, j'ai été rendue obèse morbide. J'ai été à 41 d'IMC, qui était vraiment beaucoup. L'hypertension dans le tapis. Les autres taux de sucre cholestérol, j'étais vraiment borderline, là. Donc, ça a vraiment réveillé des affaires que c'était peurant, là. J'avais pas le goût de mourir dans la prochaine année ou dans les prochains 5 ans. Ça m'a fait peur, puis ça m'a fait penser aussi à plus tard mes enfants. J'ai des jeunes enfants, j'ai un mari que je vais être là pour eux autres, là. Je veux dire, je voulais pas manquer ça, là. Ça m'a fait peur, ça m'a fait vraiment peur. Bien relax, ça s'est effacé, normal. Nos travaux qu'on réalise depuis 25 ans à l'Institut de cardiologie à l'Université Laval ont montré qu'il y a une forme de surpoids d'obésité qui est associée au prédiabète et au diabète. C'est ce qu'on appelle l'obésité abdominale. Et donc, cette forme de surpoids, d'obésité, c'est une maladie de civilisation. Alors, il faut bien comprendre que le prédiabète, c'est un état qui résulte d'un environnement toxique qu'on s'est configuré. On est trop sédentaire, on a une alimentation de mauvaise qualité. Ce que vous avez là, donc, c'est un individu qui, à cause de cette graisse dans la cavité abdominale, était, oui, prédiabétique, mais avait aussi un ensemble de facteurs de risque qui le rendaient à risque non seulement pour le diabète, mais aussi pour les maladies cardiovasculaires. Alors, on est intervenu en modifiant doucement sa qualité nutritionnelle, en le faisant bouger plus, puis regardez, après 1 an, toute cette graisse dangereuse localisée dans la cavité abdominale a fondu de façon spectaculaire. Il a perdu 16 cm de tour de taille, ce sujet-là. On a sorti ce patient-là du diabète. C'est un diabétique de moins. Donc, quand je mange un aliment plus riche en gras, j'ai plus de calories sans nécessairement être plus rassasié. Le médecin de famille, là, dans sa pratique clinique quotidienne, est tous les jours confronté à des gens qui ont soit le diabète et des gens qui sont prédiabétiques. Et malheureusement, on n'est pas configuré pour gérer cet état-là en clinique. Mon médecin me disait « bouge, bouge ». Mon patron m'a permis de le faire, d'embarquer dans un gros engrenage, si on veut, pour dire que, bon, ben là, on commence, on se prend en main, on fait quelque chose. Au niveau des grandes entreprises, c'est clair que l'impact économique, même les chefs d'entreprise, à partir du moment où on met les chiffres sur la table, vont le reconnaître parce que ça leur coûte des fortunes, entre autres en assurance santé et tout. Ça, c'est le premier point. Puis au niveau maintenant, si on se centre sur le Québec, bien, l'exemple le plus éloquent que je donne toujours, revenons à ces 750 000 patients diabétiques au Québec. Alors, vous pouvez aller demander au ministre de la Santé ou au ministère de la Santé et des Services sociaux ce que ça coûte par année la prise en charge médicale d'un patient diabétique. Puis au fur et à mesure que les complications s'ajoutent, vous savez, c'est la principale cause d'amputation, principale cause de cécité, principale cause d'insuffisance rénale qui va conduire à la dialyse. Donc, les coûts, là, imaginez 750 000 patients diabétiques, multipliez ça par
plusieurs milliers de dollars par patient. Le chiffre est absolument astronomique. On va regarder maintenant votre consommation d'alcool et de breuvages caféinés et sucrés. Le ministère de la Santé au Japon a parti un grand programme de dépistage de l'obésité abdominale. Alors, vous travaillez dans une entreprise, vous avez plus de 45 ans, il y a une loi. Vous devez vous faire évaluer. On va mesurer votre tour de taille, votre profil de risque. Et si on vous trouve justement un état de pré-diabète, parce que vous avez de l'obésité abdominale, vous êtes référé à une filière où on va justement vous appuyer dans votre démarche de recalibrer vos habitudes alimentaires et d'activité physique. C'est le premier pays au monde à faire la chose. C'est très, très visionnaire et c'est largement aussi, encore une fois, supporté par l'entreprise. Donc, je vais vous donner le questionnaire alimentaire. Donc, celui-ci, c'est pour avoir une idée de votre alimentation dans le dernier mois. Notre espérance de vie au Québec est aussi bonne que celle des Japonais. On vit aussi longtemps que les Japonais, mais on vit malade, cependant. Une partie de notre vie malade est beaucoup plus longue que celle des Japonais. Alors donc, on nous garde en vie par des traitements et des procédures. Ça serait donc agréable si on était capable de travailler en amont. Avant de commencer le programme, j'étais une personne sédentaire et maintenant, je bouge beaucoup plus. Je m'étais mis un échéancier raisonnable. Puis j'ai comme presque doublé. Alors, mais on continue. On a appris à commencer. Maintenant, on continue. Ils m'ont vu changer, que ça faisait vraiment du bien. Puis là, eux autres, ils disaient « OK, ben maman, moi aussi, je veux le faire. » Il s'agit vraiment d'une excellente initiative. C'est un programme, il faut le dire, qui a été créé par Pierre Lavoie. Moi, je suis une fan de Pierre Lavoie et je ne suis pas la seule. On lui doit plusieurs levées de fonds et bien des programmes de remise en forme au Québec. Et c'est un programme dont les coûts sont entièrement assumés par les entreprises. Et à 300 $ par employé, ces coûts-là sont loin d'être négligeables. Je pense qu'il faut féliciter les dirigeants d'entreprises qui ont choisi d'investir dans le bien-être de leurs employés parce que le retour sur l'investissement n'est certainement pas immédiat. Il y a même des endroits, Georges, où on embarque tellement dans le programme qu'on fait tirer parmi les groupes qui participent des voyages. Te connaissant, je soupçonne que tu aies beaucoup apprécié ce que tu viens de voir. En fait, c'est une piste de solution extrêmement intéressante pour éviter ce qu'on appelle, ce que tu dénonces d'ailleurs, la surmédicalisation. Oui, effectivement. Moi, ça me désole de voir qu'on est rendu à une époque où on ne se contente plus de traiter les maladies avec des médicaments. Quand on n'invente pas des maladies carrément comme l'andropause, par exemple, et il y en a d'autres, on essaie de prévenir des maladies en prescrivant, encore une fois, des médicaments. Et le diabète ne fait pas exception à ça. Il y a plusieurs médicaments qui ont été testés pour essayer d'empêcher ce qu'on appelle le prédiabète de progresser en diabète franc. Sans aucun résultat. Ça a été un échec total. Oui. La seule façon d'empêcher le diabète de se déclarer... C'est en faisant ce qu'on vient de voir. Exactement.